Salut. Alors j'espère que vous allez bien. Moi ça va, la forme. Oh cette intro de merde, putain. Oh désolé. Ah non mais j'y arrive plus là, j'ai plus d'intro bon là. D'ailleurs est-ce que j'en ai déjà vraiment eu une? Ah je devrais peut-être faire comme les vrais youtubeurs quoi. Comment ça va YouTube? Ah j'en peux plus de moi. Bon alors comme d'habitude, n'oubliez pas de voter pour le prochain biopic que je ferai la semaine prochaine. N'oubliez pas également de vous abonner, parce que ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui m'aiment. S'il vous plaît, aimez-moi. Et en plus, depuis ma dernière vidéo, j'ai gagné 5 abonnés. Je sais, c'est peut-être pas beaucoup pour vous, mais pour moi, c'est la fête. Et je suis à 2 doigts d'atteindre 250 abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et en plus, mon objectif de cette année, c'est vraiment d'atteindre 300 abonnés avant 2024. Bon alors, le film d'aujourd'hui, c'est une tuerie. Voilà, c'est... L'histoire est une tuerie, clairement, on peut le dire. Il s'agit d'un gros retournement de situation concernant la Seconde Guerre mondiale. Je parle d'une bataille navale historique. Pas le jeu. Je parle de la bataille de Midway, qui a inspiré le film Midway. Alors désolé, mais personne n'a voulu me sponsoriser la vidéo. Je comprends pas pourquoi. En tout cas, si vous n'avez pas vu le film... Alors que peut-on dire autour de ce film incroyable? Il est sorti en 2019 et il a été réalisé par Roland Emmerich. Si vous ne le connaissez pas, il a réalisé beaucoup de films que je peux qualifier d'apocalyptiques, comme par exemple Independence Day, 2012 et Le jour d'après. Dans ce film, il y a des stars du grand écran, comme par exemple Ed Skrein, qu'on a vu dans le film Deadpool. D'accord. Au point. Ah, parce qu'il t'arrive de te les sortir du cul? On a également pu le voir dans le film Alita. Nous avons également Patrick Wilson qui est connu pour son rôle d'Ed Warren dans la saga Conjuring. Nous avons également Luke Evans qu'on connaît pour avoir interprété Owen Shaw dans la saga Fast and Furious. Les anecdotes autour de ce film sont assez nombreuses, mais on va se concentrer sur 3 d'entre elles. Déjà, c'est que ce thème a déjà été abordé au cinéma. Le réalisateur, monsieur John Ford, a même fait un petit caméo dans ce film. C'était un grand réalisateur. La deuxième anecdote, c'est que le film a coûté très cher, notamment pour la reconstitution des armes, pour la reconstitution des avions et pour la reconstitution des costumes, qu'ils ont voulu refaire à l'identique. Ce qui a impliqué une baisse des salaires, notamment pour le réalisateur. Baissez mon salaire, je m'en fous. Moi, je veux qu'on réalise mon film. C'est un mec bien. Et dernière anecdote, c'est que le gouvernement les a autorisés à filmer, notamment dans les sous-marins et sur les plages de Pearl Harbor. Des zones normalement interdites au public. Franchement, c'est cool les gars, c'est cool. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Je ne vais pas vous mentir, il y a énormément de choses à dire dans cette vidéo. Et franchement, j'ai dû passer des détails. Parce que sinon, ma vidéo ne ferait pas 20-25 minutes, elle en ferait 2 heures. Et j'avoue que je vous perdrai au bout de 2 minutes. On a combien de minutes là? 2 minutes? Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à partager si vous avez aimé, parce que vraiment, quand je fais ce travail, en fait, j'essaie de me mettre aussi à votre place et de me dire, peut-être que c'est de la merde. Et j'aime beaucoup quand le travail est bien amené, et ça me fait toujours kiffer. Partons maintenant à la conquête du Pacifique. Pour comprendre cette histoire, nous allons revenir un petit peu en arrière. Nous sommes en 1860 au Japon. Le Japon connaît une ère de calme, de sérénité, car actuellement, le Japon est fermé au monde entier. C'est ce qu'on appelle l'ère Edo. Le pays est contrôlé par le shogun, celui qui a le pouvoir militaire et politique, et par l'empereur, celui qui a les pouvoirs religieux. Le reste du monde, notamment les Français, les Américains, les Allemands ainsi que les Russes, commencent à coloniser des petits pays, notamment les pays de l'Asie du Sud-Est. Et pour éviter de se faire envahir, ou éviter de devenir un pays qui va se faire manger par tous les autres, ils vont décider d'envahir, au lieu de se faire envahir. Le choix est vite fait. Une guerre civile va alors éclater, les militaires vont prendre le pouvoir. Et grâce à ça, le pays va pouvoir se développer, notamment dans l'armement. Le Japon va se rattraper et va envahir des îles. En 1894, il va connaître la première guerre sino-japonaise contre les Chinois, et le Japon va récupérer l'île de Formose, Taïwan si vous préférez, ainsi que plusieurs petites îles. Mais il ne va pas s'arrêter là. Non, c'est mal connaître le Japon. Le Japon va combattre la Russie en bataille navale à Port Arthur en 1904 et il va gagner. C'est à ce moment-là que le Japon va pouvoir montrer qu'il est lui aussi dans la partie et qu'il peut concurrencer une grande nation. Puis petit à petit, il gagne des guerres et ça commence à inquiéter les Occidentaux. Alors il va signer un traité naval à Washington en 1922, où il s'engage à réduire son armement naval en accord avec la SDN, Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU. Ce traité a l'objectif d'éviter toute forme de guerre, mais évidemment nous le savons, ces traités ne marcheront jamais. Et comme ce pays est devenu grand en termes de population, il n'y a plus de quoi nourrir le peuple japonais. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont réenvahir des îles pour pouvoir devenir autosuffisants. Mais le krach boursier en 1929 a fait qu'il y a eu au Japon, beaucoup de chômage. Et donc une montée au pouvoir du nationalisme, qui ne veut pas du tout se faire envahir par les Occidentaux. Ils vont donc continuer leur avancée en envahissant le Mandchourie, et à cause de ça, ils vont décider de quitter la SDN
la Société des Nations. À ce moment-là, tous les pays vont lui tourner le dos, mais un homme va arriver et va leur dire « Je peux t'aider si tu veux. Ensemble, on peut faire de grandes choses. » Du nom d'Adolf Hitler, avec qui il va signer un traité qui vise à éliminer le communisme. Le Japon, en 1937, va connaître sa deuxième guerre sino-japonaise. Il va affronter la Chine qui est en pleine révolution à l'époque, et les Japonais vont même se dire que cette guerre va être rapide. Ça va durer aux alentours de 3 à 4 mois. Un peu comme la Russie et l'Ukraine. Malheureusement, faute d'armement et de tactique, ils ne vont plus pouvoir avancer. Et à cause de ça, ils vont décider de se venger sur tous les villageois qu'ils ont déjà annexés, en les tuant et en violant leurs femmes. C'est joyeux, non? Les États-Unis vont commencer, eux, à flipper. Voyant que le Japon commence déjà à avancer son armée dans le Pacifique, ils se disent qu'il faut qu'ils fassent attention à leurs propres îles, comme les Philippines. Et ils ont peur que les Japonais les prennent par derrière. Car en Europe, il y a un petit moustachu là qui fait le con, et ils n'ont pas envie d'allumer la poudre qui va faire embraser le monde entier. Mais ils vont pas se laisser faire non plus. C'est mal connaître les États-Unis. Ils vont donc créer un embargo sur le pétrole. Malheureusement, les Japonais ne le prennent pas bien du tout, ce qui va leur favoriser l'avancée d'un régime totalitaire. Effectivement, leur matos était alimenté grâce au carburant des États-Unis. Me demandez pas pourquoi, je sais pas pourquoi. Voilà, je pourrais pas vous dire. Mais tout ce que je sais, c'est qu'à cause de ça, les Japonais vont perdre beaucoup de temps au niveau de l'armement. Mais les États-Unis ne sont pas l'unique problème des Japonais. Effectivement, l'URSS, lui, veut reprendre le Mandchourie, un pays pris par les Japonais. Et en 1937, les affrontements ont lieu. Et en plus, en 1939, il faut savoir que les Allemands ont fait un pacte de non-agression avec l'URSS. Ce qui signifie l'armée de l'URSS va pouvoir se concentrer sur un seul front, au lieu de se concentrer sur 2 fronts en même temps. Donc, les Japonais se sentent trahis et se disent qu'ils vont perdre cette guerre. Cependant, la Pologne est envahie par les Allemands, ce qui va alors déclencher une guerre entre les Français et les Allemands. Et en juin 1940, la France est vaincue. Alors le Japon va se dire, tiens, je vais aller envahir l'Indochine, qui est française. Enfin, plus maintenant. Mais surtout, c'est un bon début, car le Japon veut s'en prendre à l'Asie du Sud-Est, car les matières premières, là-bas, c'est le caoutchouc de Malaisie et le pétrole des Indes. Et en 1940, le Japon va re-signer un pacte tripartite avec l'Allemagne et l'Italie. Rome, Tokyo, Berlin. Et les États-Unis sentent que là, il y a quelque chose qui va arriver bientôt dans leur gueule. Ils ont peur. Clairement, ils ont peur parce qu'ils se disent « Non, on veut pas vraiment faire partie de cette guerre ». Effectivement, ils avaient signé un pacte de neutralité à l'époque, et l'économie était en baisse. Ils ne pouvaient pas se permettre de refaire la guerre car leurs armements dataient de la Première Guerre mondiale. C'est très ancien. Genre là, s'ils attaquent, ils se font détruire, clairement. Franklin Roosevelt, le président des États-Unis, se dit non. Moi, je veux rentrer en guerre, je veux aider mes amis et récupérer mes îles. Quoi ? Du coup, il va faire voter le programme Lend-Lease, qui était un programme d'armement mis en place par les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, afin de fournir aux pays alliés de l'armement pour leur permettre de combattre. Ce qui a bien sûr pu aider les Royaumes-Unis quand ils se sont battus contre l'Allemagne. Malheureusement, le pays avait peur que ce programme entraîne la guerre, mais Roosevelt se dit non, on va faire quelque chose de plus intelligent. Il va alors mettre en place une économie de guerre. Il va alors déplacer la flotte du Pacifique de San Diego à Pearl Harbor. Mais les mauvaises nouvelles arrivent, que les Soviétiques vont signer un traité de paix avec le Japon, car l'URSS ne veut pas combattre sur 2 fronts. Car effectivement, il faut savoir que ce petit gâté d'Hitler, il avait lancé l'opération Barbossa. L'opération Barbossa. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Il avait lancé l'opération Barbossa, qui consistait à envahir l'URSS. Donc l'URSS se dit, ok, on va faire un traité de paix avec le Japon. Comme ça, ils nous laissent tranquilles. Et nous, on peut alors combattre les nazis. Les États-Unis, voyant que les Japonais commencent de plus en plus à récupérer leur territoire, ils vont complètement interdire leur carburant. Devant choisir entre abandonner les territoires chinois, durement acquis, et s'emparer des ressources qui lui manquent par la force, les Japonais se disent « c'est le moment pour nous d'attaquer le géant ». Ils vont alors se préparer à attaquer, malgré certaines voix au Japon qui se dit « on ne peut pas attaquer les États-Unis. Ils sont beaucoup trop forts. » Car sur une guerre à l'usure, ils nous défoncent. C'est le cas notamment de l'amiral Isoroku Yamamoto, qui connaît bien les États-Unis où il a vécu et qui appelle à la prudence. Les Japonais, eux, pensent que les Américains sont des branquignoles, qu'ils vont se laisser faire et que s'ils arrivent à faire une guerre éclair, alors les Américains n'auront pas d'autre choix que d'abdiquer. Ce qui va se passer va alors être spectaculaire et assez culotté de la part des Japonais. Ils vont préparer 2 offensives, une vers l'est et une vers le sud, qui va consister à affaiblir grandement les Américains où ils ne pourront même pas rivaliser. Il faut donc que l'attaque soit brutale et rapide.
Pour commencer le sud, avec la conquête de la Malaisie et de Singapour, ainsi que de Hong Kong. Puis des attaques en direction de l'archipel Bismarck pour isoler l'Australie et la Nouvelle-Zélande, puis celles de Java, Sumatra et Bornéo. Et ils vont également attaquer à l'est. La destruction de la flotte américaine du Pacifique basée à Pearl Harbor, dans l'île d'Hawaï, par une attaque aéronavale lancée depuis les porte-avions de la marine impériale japonaise. Et puis après cette attaque, la conquête des Philippines, qui est alors sous protectorat américain, la prise des avant-postes américains de Guam et de Wake. Et ensuite, ce sera une stratégie défensive, où ils vont juste garder leur position et attendre la paix. Oui. En 1941, les plans d'attaque sont prêts. Tout est prêt. L'attaque va pouvoir être lancée. Mais les États-Unis se disent, on peut encore éviter d'entrer dans l'affrontement et on va essayer de signer quelque chose. Les Japonais se laissent de septembre jusqu'à novembre pour essayer de négocier quelque chose. Ils vont donc envoyer quelqu'un, Fumimaro Konoe, un ministre japonais. Malheureusement, le 6 septembre 1941, les négociations ne mènent à rien et celui-ci va alors démissionner et laisser sa place à un militaire, Hideki Tojo, qui ne va pas du tout se laisser faire. De l'autre côté, au Japon, l'amiral Yamamoto se prépare déjà à lancer son attaque. Mais en novembre, les États-Unis se disent « Ok, voilà ce qu'on propose. Ok, on va signer un traité où il sera stipulé qu'on lèvera notre embargo seulement s'ils signent un pacte de non-agression avec eux, la Chine, la Thaïlande et le Royaume-Uni, et qu'ils retirent leurs armes et leurs troupes des autres pays. » Les Japonais se disent « Allez vous faire foutre », et du coup, l'attaque va être lancée. Nous sommes le 7 décembre. Un petit sous-marin est détecté vers 3h45 du mat, à quelques kilomètres de la base de Pearl Harbor. Puis à 6h du matin, les avions décollent vers la base de Pearl Harbor avec 43 chasseurs et 40 torpilleurs, ainsi que des bombardiers. La cible, ce sont les porte-avions. Malheureusement, les porte-avions ne se trouvaient pas à Pearl Harbor à ce moment-là. Il n'y avait donc que les cuirassés qui étaient présents à Pearl Harbor à ce moment-là. Les Japonais avaient également des sous-marins, mais qui ont été détectés assez tôt, et qui se sont fait couler par l'armée américaine. Il faut savoir également qu'à 7h du matin, un mec de Pearl Harbor a vu des avions gesticuler un peu plus loin sur la côte. Et il a dit à son chef, c'est bizarre quand même, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui se passe là. Il y a un truc qui est bizarre. Mais évidemment, on l'a pas pris au sérieux parce que c'était un stagiaire. Et je ne déconne pas. À 7h40, le bombardement a lieu. Première vague, il bombarde les installations ainsi que les cuirassés. L'USS Arizona va sombrer et couler. L'effet de surprise est incroyablement bien géré. Vraiment. À 8h40, une deuxième vague est donnée. Mais l'effet de surprise n'est plus actif et les Américains sont prêts, donc quelques avions japonais vont y laisser leur peau. Une troisième vague aurait dû avoir lieu pour assécher les ressources de carburant. Mais Yamamoto s'est dit non, on va se calmer. Parce que si on attaque, les Américains vont peut-être savoir où est-ce qu'on se trouve. Et c'est vrai qu'on va se faire dézinguer juste après. Je préfère qu'on la joue tactique et qu'on se replie. Donc ils sont partis, laissant Pearl Harbor en feu. Tout le monde pense qu'un débarquement aura lieu, mais il n'en est rien. Les Japonais ont remporté la première bataille. Il y a environ 2403 morts dans le camp des États-Unis, tandis que les Japonais n'en dénombrent que 64. Les Japonais vont alors finir leur invasion et vont se dire « Voilà, on a gagné ». Malheureusement, les Japonais ont échoué sur un seul point, qui est sans doute le point le plus important de leur stratégie. Les Américains ne vont pas en rester là. Ils veulent du sang. Ils sont énervés, furieux contre les Japonais, et ils vont tout faire pour leur faire payer. Et leur colère est énorme. Le 8 décembre 1941, Franklin Roosevelt déclare donc la guerre aux Japonais, bientôt suivi par le Royaume-Uni, les Pays-Bas et l'Australie. Le 11 novembre 1941, l'Italie fasciste et l'Allemagne nazie vont alors déclarer également la guerre aux États-Unis. Printemps 1942, le Japon a atteint la plus grande partie de ses objectifs. Il s'est emparé de ses territoires et il s'est emparé également des richesses qu'il convoitait, avec des pertes assez légères. Franchement, bravo à eux. Mais les Américains sont énervés et veulent des résultats. C'est pour cela que le 18 avril 1942, un raid est lancé par James Doolittle, qui va décider de prendre par surprise les Japonais en bombardant Tokyo. Le raid de Doolittle va montrer aux Japonais qu'ils sont à l'abri de rien du tout. Les stratèges japonais hésitaient entre attaquer l'Australie ou alors aller en direction d'Hawaï vers l'est. Le raid convainc les Japonais d'étendre leur zone de contrôle vers l'est et donc se diriger vers Midway. Mais finalement, l'est n'est pas encore accepté par tout le monde. Les Japonais vont donc se diriger vers le sud et contrôler la Nouvelle-Guinée pour empêcher l'Australie de communiquer avec les États-Unis. Cependant, les cryptanalystes américains sont parvenus à déchiffrer les codes secrets japonais et une flotte de combat est formée, menée par deux porte-avions, le Lexington et le Yorktown, sous le commandement de l'amiral Frank J. Fletcher. En face, les Japonais alignent deux porte-avions lourds, le Zuikaku, ainsi que le porte-avions léger, le Shoho, sous le commandement de l'amiral Takeo Takagi. Cette bataille va alors s'appeler la bataille de la mer de Corail. Cette bataille est la première bataille navale
où les deux flottes ne se sont jamais rencontrées. Seuls les avions se sont tirés dessus. Les Américains perdent malheureusement le Lexington et le Yorktown, ce dernier est gravement endommagé, tandis que les Japonais déplorent la perte du Shoho, le Shokaku est sérieusement endommagé également. Et le Zuikaku a perdu presque tous ses avions et ses pilotes. Les pertes sont équivalentes entre les deux camps. Les deux camps vont revendiquer la victoire. Une victoire tactique pour les Japonais et une victoire stratégique pour les Américains. En outre, le Yorktown sera rapidement réparé et pourra participer à la bataille de Midway, tandis que les deux groupes aéronavals japonais ne seront pas reconstitués à temps. Cependant, les Japonais disposent de 8 porte-avions contre seulement 3 pour les Américains, et leur équipage et leurs pilotes sont bien plus expérimentés. Donc en soi, on peut dire que les Américains partent déjà bien défavorisés. Pour anéantir la flotte américaine, et en particulier ses porte-avions, l'amiral Isoroku Yamamoto planifie une opération contre l'atoll de Midway. Une attaque de diversion sera menée en direction des îles Aléoutiennes, tandis que le gros de la flotte, ainsi que 4 porte-avions, approcheront de Midway, en vue d'organiser, cette fois-ci, un débarquement. Si ils arrivent à prendre Midway, ils auront le pouvoir d'attaquer l'ouest des États-Unis. Et à ce rythme-là, les États-Unis vont perdre la guerre. Mais cette fois encore, les messages japonais seront encore décodés, grâce à une personne, Edwin Layton. L'amiral Chester Nimitz va alors rassembler ses 3 derniers porte-avions, l'Enterprise, l'Hornet et le Yorktown, et va les placer en embuscade de la flotte japonaise. Pour affronter un ennemi pouvant aligner 4 à 5 porte-avions, l'amiral Chester Nimitz, commandant en chef de la flotte du Pacifique, avait besoin de tous les porte-avions disponibles qu'il avait sous son aile. Nimitz va alors rappeler également la task force du contre-amiral Frank Fletcher, qui va comprendre l'US Yorktown, qui avait été lourdement endommagé lors de la bataille de la mer de Corail. À la suite de sa participation à la bataille de la mer de Corail, le porte-avions japonais Zuikaku se trouvait au port de Kuru en attendant de recevoir de nouvelles escadrilles. Mais le fait que ce bateau ne soit pas réparé dans les meilleurs délais constituait déjà un sérieux désavantage pour les Japonais. C'est-à-dire que les Japonais démontraient déjà une incapacité à remplacer les pertes. Nous sommes à proximité de Midway au matin du 4 juin. Les radars américains de Midway repérèrent les avions japonais à une distance de plusieurs centaines de kilomètres, et des intercepteurs furent rapidement déployés, ce qui surprend Nagumo qui hésite sur la marche à suivre. La flotte japonaise est présente, l'amiral Shuichi Nagumo ordonne le bombardement aérien de l'île. Ayant décollé avant l'attaque japonaise, les bombardiers américains basés à Midway menèrent plusieurs attaques sur le groupe aéronaval japonais. Pris sous un feu, les avions vont alors larguer leurs bombes sur les navires. Malheureusement, ces bombes ne toucheront jamais les porte-avions des Japonais. Et dans le même temps, Nagumo mit en place une patrouille de défense aérienne autour de ses porte-avions et envoya ses 8 appareils de reconnaissance pour confirmer l'absence de forces navales ennemies à proximité. Malheureusement, l'opération de reconnaissance des Japonais était assez légère car ils n'avaient pas assez d'avions de reconnaissance pour couvrir efficacement les zones à surveiller. Et le mauvais temps rendait difficile les vols au nord-est et à l'est du groupe aéronaval. La mauvaise disposition du plan de Yamamoto était maintenant devenue un problème pour l'armée japonaise. À ce moment-là, Midway se dit « on va mourir, on va perdre, c'est bon, c'est fini pour nous ». Mais la cavalerie arrive, les porte-avions américains vont arriver à ce moment-là et vont lancer leurs avions contre la flotte japonaise. Les Japonais, eux, se disent « attendez, c'est quoi ça? C'était un bombardement secret, normalement ça devrait pas se passer comme ça. Comment ça se fait qu'ils soient là? Pourquoi ils sont là ?» Néanmoins, la première vague des avions lancés par les Américains échoue, c'est-à-dire qu'ils ne touchent même pas les porte-avions. Les porte-avions japonais ne sont même pas éraflés, mais ils ont de la chance car les Japonais ne peuvent pas envoyer d'avions. Ils sont pris sous le feu et ils ne peuvent pas décoller leur propre avion. Et je peux dire que les Américains ont eu beaucoup de chance car ils ont envoyé une deuxième vague d'avions. Les escadrilles de bombardiers en piqué, Dauntless, surprennent les Japonais au pire moment, lors du réapprovisionnement des avions en essence et en bombes. Et en quelques minutes, l'Akagi, le Soryu et le Kaga sont mortellement touchés. Grâce à une personne, Richard Dick Best, un putain de mec qui a coulé 2 porte-avions japonais sur 3. Faut le faire, hein. Le Uryu, le seul porte-avions japonais survivant, lança immédiatement ses appareils. La première vague japonaise de bombardiers en piqué endommagea lourdement l'USS Yorktown avec 3 bombes qui détruisirent ses chaudières et l'immobilisèrent. À la fin de l'après-midi, un appareil de reconnaissance de l'USS Yorktown localisa les derniers porte-avions de Nagumo. L'USS Enterprise lança une vague d'attaque composée de 25 bombardiers en piqué. Bien que le Hiryu avait été protégé par 14 chasseurs, 4 ou 5 bombes sont alors lancées par les appareils américains qui touchèrent mortellement le porte-avions japonais. Et dans la soirée, le 4e porte-avions est détruit à son tour.
et il coulera le lendemain matin. La flotte japonaise est anéantie. Les avions et surtout les pilotes sont perdus en mer. La flotte japonaise n'existe plus. Et contrairement aux États-Unis, la flotte japonaise est incapable de les remplacer. La bataille de Midway est le tournant dans la guerre du Pacifique, car elle arrête définitivement l'expansion du Japon. Ce qui va se passer ensuite est quand même très long, car les Japonais vont faire que de reculer et vont peu à peu perdre leur territoire. En 1945, l'URSS, ayant gagné contre l'Allemagne, va mettre toutes ses forces contre le Japon. Tout le monde est désormais contre le Japon qui ne veut pas capituler. Mais malheureusement, le 6 août et le 9 août 1945, 2 bombes atomiques vont être lâchées à Hiroshima et Nagasaki. Et quelques jours après, les Japonais vont alors capituler. Et vous vous dites que cette fin est quand même bien décevante. Parce que là, tu finis en queue de poisson, Pablo, c'est pas cool. Justement, c'est pour cela que vous allez pouvoir choisir le prochain biopic que je ferai, qui seront sur le thème de la guerre du Pacifique. Tu ne tueras point. Sur la guerre d'Okinawa, ou alors Invincible, un film traitant sur un joueur olympique qui a été capturé durant la guerre du Pacifique. À vous de voter et de voir. C'est vous qui décidez. En tout cas, vous allez en savoir plus, quoi qu'il arrive. C'est sûr et certain, vous allez en savoir plus. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, faire ce que vous voulez. Et surtout, n'oubliez pas, that's not life. Et abonnez-vous. Non merci, je choisis de vivre.